Le sentier des Appalaches est un endroit apprécié par les randonneurs. Mais en 1981, ce sentier va devenir une scène de crime. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Durant le printemps 1981, Robert Junior Montfort et Laura Ramsey, 27 ans tous les deux, décident de parcourir le sentier des Appalaches afin de recueillir de l'argent pour une association qui s'occupe des maladies mentales. Ils sont hyper excités à l'idée de faire cette randonnée, puis ce sont quand même des randonneurs expérimentés, donc ils n'ont pas peur de le faire. Pour vous expliquer, le sentier des Appalaches, c'est un sentier de randonnée très connu dans l'est des États-Unis. En tout, pour le parcourir, il faut faire plus de 3500 km. Il part de l'état de la Géorgie et va jusqu'à l'état du Maine, et traverse ainsi 14 différents états. On estime qu'environ entre 2 et 3 millions de personnes empruntent ne serait-ce qu'une partie de ce sentier chaque année. Robert et Laura sont, comme je l'ai dit, plutôt vraiment hyper contents de faire ça, puisqu'ils savent qu'à la fin, ils vont recueillir de l'argent. Et surtout, ils ne sont pas seuls dans cette aventure, il y a différents randonneurs qui ont prévu de les rejoindre à différentes étapes de leur périple. Donc dans différents états par exemple. Justement, pour commencer, Robert, lui, démarre sa marche en Géorgie. Il va rejoindre par la suite Laura dans l'état de la Virginie, et ils ont prévu d'aller jusqu'au nord de la Virginie pour rejoindre une troisième randonneuse. Et c'est justement cette troisième randonneuse qui va appeler les autorités, puisque ça fait quelques jours qu'elle devait les rejoindre, ils ne se sont pas rendus au lieu de rendez-vous et surtout elle n'a eu aucune nouvelle de leur part. Elle sait qu'ils sont très expérimentés, donc elle pense pas qu'ils ont pu se perdre là-bas ou quoi que ce soit, elle pense qu'il y a vraiment eu un problème. Donc elle n'hésite pas et elle va contacter les autorités pour leur expliquer la situation. Les autorités commencent directement leurs recherches et ils décident de remonter le sentier au niveau de la Virginie. Ils vont interroger les randonneurs qu'ils vont voir sur leur route et leur demander s'ils ont aperçu Laura et Robert. Un des randonneurs explique que oui, il a bien vu ces deux personnes, elles étaient proches du refuge, le Wapiti, mais elles n'étaient pas seules. Il y avait un homme qui les accompagnait et cet homme était un peu étrange. Ils vont continuer leurs recherches et vont se rendre dans la ville de Trent, qui est en fait parallèle au sentier. Et dans un des magasins, on va leur expliquer que oui, le 19 mai, dernière date officielle où on a pu voir Laura et Robert en vie, ils se sont rendus tous les deux dans le magasin. Mais ce n'est pas tout. Dans ce magasin, on va aussi apprendre qu'il y a un homme qu'on surnomme Lying Randall, qu'on pourrait traduire par Randall le menteur, qui répète à tout le monde qu'il est au courant de ce qu'il s'est passé avec ses randonneurs. Et comme son surnom l'indique, c'est un homme qui est connu pour raconter énormément d'histoires qui sont complètement fausses. Donc on n'y prête pas plus d'attention que ça sur le moment. Les enquêteurs vont continuer de remonter le sentier et ils vont continuer d'interroger les personnes. Ça ne donne pas grand-chose par la suite, mais par contre ils se disent qu'il y a souvent comme des fiches sur lesquelles les randonneurs marquent leur nom pour signaler leur passage. Ils se disent qu'ils vont les consulter, comme ça ils vont pouvoir retracer leur itinéraire. Mais finalement, lorsqu'ils vont essayer de voir ces fiches, elles ont toutes disparu. Donc c'est très compliqué de pouvoir retracer leur passage sur ce sentier. Et finalement, le 30 mai, donc 11 jours après la dernière fois où on a pu apercevoir Robert et Laura en vie, ils vont arriver jusqu'au refuge Wapiti, le refuge dont je vous ai parlé précédemment. Arrivés sur place, on voit rien de préoccupant, tout semble normal. Ils se rendent à l'intérieur du refuge, là également, rien de préoccupant. Mais lorsqu'ils observent un peu plus près le parquet, le sol, ils vont se rendre compte qu'il y a une tache. Et cette tache s'avérera être le sang de Robert. Donc là, ils comprennent qu'il y a possiblement une scène de crime dans les environs. Ils vont continuer leur recherche, mais en recherchant plutôt autour, dans la forêt environnante. Et au bout d'un moment, ils vont s'apercevoir qu'il y a un tas de feuilles qui semblent assez frais. Et en fait, en relevant les feuilles, ils vont se rendre compte qu'un trou a été creusé et rebouché. Ils vont donc commencer à creuser à leur tour. Ils vont pas avoir à creuser très longtemps, jusqu'à ce qu'ils découvrent un sac de couchage. Et ce sac de couchage contient le corps de Laura Ramsey. Lorsqu'ils font cette découverte, il fait déjà nuit, donc ils décident d'arrêter les recherches à ce moment-là, mais ils vont les reprendre dès le lendemain matin. Et cette fois-ci, ils vont ramener avec eux un chien détecteur de cadavres. Ils vont donc le laisser aller autour du refuge, et à environ 100 mètres du refuge, le chien va marquer l'arrêt à côté d'une souche d'arbre. Directement, les inspecteurs vont commencer à creuser. Et ils vont faire la même découverte qu'auparavant, cette fois-ci, c'est également un sac de couchage avec le corps de Robert à l'intérieur.
Les 2 corps vont être envoyés à l'autopsie et ils vont rapporter quand même plusieurs éléments intéressants. Déjà, on estime que la mort s'est produite le 19 mai et durant la soirée. Alors pourquoi la soirée ? C'est lorsqu'on a examiné le contenu de leur estomac, on s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup mangé et qu'ils avaient également bu chacun un verre de rhum. Étant donné que lorsqu'ils font de la randonnée, ils mangent très peu, pour ceux qui ont fait de la randonnée, je pense que vous voyez ce que je veux dire, on évite de manger trop lourd lorsqu'on marche, justement parce qu'après on n'est plus aussi capable de marcher. Mais le soir, on en profite puisqu'on sait qu'après on va dormir pour manger un petit peu plus. Donc c'est ça qui fait qu'on va penser que ça s'est passé le soir. On estime également que Robert a été celui qui a été tué en premier. Il a reçu une balle dans la tête et probablement lorsqu'il dormait. Ce coup a dû réveiller Laura, qui a essayé de se défendre contre son agresseur, mais malheureusement, elle va être poignardée à 13 différentes reprises. Pourquoi est-ce qu'on pense ça ? C'est parce que Laura, c'est la seule qui a des blessures défensives. Robert n'a probablement pas eu le temps justement de se défendre puisqu'il a été attaqué en premier. On va découvrir d'autres éléments intéressants sur le lieu du crime. Déjà, on va découvrir une caméra qui a été vidée de son contenu. On va découvrir également différents objets des randonneurs qui ont été enterrés, mais de façon un peu étrange, ça suit les points cardinaux. Donc là, on se demande, est-ce que ce ne serait pas dans le but, si jamais le tueur revient, de pouvoir facilement retrouver le corps et les objets des victimes. Et le dernier élément, c'est dans le sac de Laura, on va retrouver un livre, et sur ce livre se trouve une empreinte pleine de sang. On va bien sûr l'envoyer directement en analyse, et un nom va revenir, il s'agit de Randall Lee Smith, un homme de 27 ans. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit précédemment, je vous ai parlé d'un homme qu'on surnommait Lying Randall, et c'est justement Randall Lee Smith. Là, les policiers comprennent que c'est le même homme et décident directement d'aller se rendre chez lui. Ils vont se rendre dans la maison qu'il partage avec sa mère, mais Randall n'est pas présent. Par contre, ils vont quand même pouvoir fouiller les lieux. Dans la maison elle-même, il n'y a pas grand-chose à découvrir. Mais lorsqu'ils se rendent au sous-sol, il y a des éléments très intéressants. On va découvrir des revues pornographiques, donc rien d'absolument étrange par rapport à ça, mais c'est la façon dont elles sont conservées. Elles ont toutes été plastifiées page par page et gardées minutieusement. On va découvrir des objets sexuels qui ont été fabriqués par Randall lui-même, vraiment très glauques, très étranges, fabriqués à partir d'objets médicaux, apparemment extrêmement étranges. On a aussi des vêtements qui appartenaient aux randonneurs et qui sont pleins de sang. Et le dernier élément, ça va être une lettre manuscrite écrite de la part de Randall, où il indique qu'il s'est fait kidnapper et que 2 personnes veulent le tuer. Et là, on fait le lien avec les 2 randonneurs. Les recherches pour retrouver Randall vont continuer jusqu'au mois de juin. Et à ce moment-là, on va repérer un homme sur une plage en Caroline du Sud qui ressemble beaucoup à la description de Randall. On va donc l'arrêter, mais lorsqu'on va l'interroger, il va expliquer qu'il ne sait pas son nom, il souffre d'amnésie. Les autorités n'y croient pas vraiment à cette version. Ils décident alors de lui tendre un piège. Ils observent que sur lui, il a énormément de piqûres d'insectes qu'il a gratté quand même jusqu'au sang. Là, ils lui disent que ça peut être un peu dangereux et qu'il serait quand même préférable de le faire examiner par un docteur. Cet homme leur répond que oui, il est tout à fait d'accord, il est d'accord pour se faire examiner, pour les soigner. Le shérif lui explique que par contre, il a besoin qu'il remplisse un formulaire de consentement. Il lui tend ce formulaire, l'homme n'hésite pas, il le remplit directement et il va signer avec le nom de Randall Lee Smith. Donc on sait que c'est bien lui et qu'il n'a absolument pas de problème d'amnésie. Randall va être ramené jusqu'en Virginie où il va être interrogé. Il ne niera pas les faits, il ne les confirmera pas non plus, en fait il refusera de parler tout du long. Donc on ne saura jamais les raisons, on ne sait pas le pourquoi, le comment, et rien en fait. Le procès va arriver, Randall va décider de plaider coupable de meurtre au second degré. En fait, il fait ça donc pour éviter la peine de mort et également pour éviter la peine à perpétuité. C'est donc un accord qu'il a passé avec la police. Et cet accord va diviser la population en 2 parties. Il y a une partie qui pense que ce n'est absolument pas normal de passer un accord avec lui. Il a quand même effectué un double meurtre. Et pour eux, ne pas avoir la peine maximale, ce n'est pas concevable. L'autre partie de personnes, ce sont plus des gens de la ville de Trent, là où Randall vivait, et ils ont plus de la peine pour lui, parce qu'ils le connaissent. Et ils expliquent que c'est un homme qui a toujours été seul, il a toujours vécu avec sa mère, donc il n'a jamais vraiment eu d'amis, de relations amoureuses. Il est connu, c'est vrai qu'il est connu pour raconter beaucoup d'histoires, personne n'y croit, mais c'est pas quelqu'un de méchant pour eux. C'est plus l'homme étrange qui vit dans cette ville.
Donc ils ont un peu de la peine et ils pensent que c'est bien qu'il y ait un accord qui ait été passé. Le verdict va finalement tomber et Randall va être condamné à 30 années de prison. En 1996, cela fait 15 ans que Randall est derrière les barreaux. Ce que l'on sait, c'est que son comportement n'a pas forcément changé, il est resté lui-même, donc il ne se mêlait pas aux autres prisonniers, il était vraiment encore isolé. Il n'a pas reçu beaucoup de visites, il a reçu peut-être 2 ou 3 visites de la part de sa mère, mais seulement elle. Et puis finalement, après ces 15 années, il va commencer à demander sa liberté conditionnelle. Et elle va être acceptée. On va justifier ça en expliquant qu'il a été un détenu modèle. En 1996, il va donc être relâché et il va retourner vivre chez sa mère. Sa mère habite toujours dans la ville de Trent et elle vit toujours, surtout, à côté du sentier des Appalaches. Donc pas très loin du lieu du crime. Les années vont passer jusqu'en 2000. En 2000, un événement dramatique va arriver pour Randall, sa mère va décéder. Elle va lui laisser la maison et quelques économies. Randall, lui, fait quelques boulots, mais ça ne va pas suffire sur le très long terme. En 2008, des voisins vont témoigner qu'au mois de mars, ils l'ont observé en train de faire beaucoup d'allers-retours entre sa maison et la forêt qui mène au sentier. Ils trouvent un peu ça étrange. Et ce qu'il faut ce que je préfère préciser, c'est que les gens ont quand même essayé de l'aider après la mort de sa mère. Ils ont essayé de lui parler, ils ont essayé de savoir s'il avait des problèmes, mais Randall a toujours refusé l'aide de qui que ce soit. Donc ils ne se sont pas mêlés de ce qu'il faisait à ce moment-là. Finalement, en avril, l'électricité et l'eau vont être coupées puisque les factures n'ont pas été payées. Et le 30 avril, on va signaler la disparition de Randall, puisqu'on s'est rendu compte que le courrier n'avait pas été récupéré depuis le mois de mars. Randall a visiblement disparu quelque part avec son chien, et des avis de disparition vont être diffusés dans à peu près toute la ville et autour de toutes les entrées du sentier. Le 6 mai 2008, Sean Farmer, 33 ans, et Scott Johnson, 39 ans, ce sont 2 amis qui se connaissent depuis de très nombreuses années. Et ils décident de se rendre ce jour-là pour aller camper et pour aller pêcher, chose qu'ils ont l'habitude de faire depuis très longtemps. Scott, lui, va se rendre dès le matin au lieu de camping, puisque Sean ne peut pas avant la fin de l'après-midi. Lui, il s'y rend, il s'installe et il décide d'aller partir pêcher de son côté. Il va donc pêcher toute la journée, et sur son chemin du retour, il va apercevoir un homme qui semble un peu dans un mauvais état, et il est accompagné d'un chien, et le chien semble très très maigre, on peut voir ses côtes. Donc c'est vrai que ça l'interpelle, et il va un peu l'observer. L'homme, l'apercevant également, il va s'approcher de lui et il va commencer à lui parler. Là, il va lui expliquer que la pêche a été très mauvaise pour lui et que finalement, il n'a pas réussi à avoir de poisson, donc il va pas pouvoir se nourrir ni nourrir son chien. Là, Scott, en entendant la situation, il a quand même de la peine et il décide de lui donner certaines des trucs que lui a pu pêcher auparavant. L'homme va continuer la conversation et il va lui demander où est son lieu de camping. Donc là, Scott, ne voyant pas le danger, il va lui révéler son emplacement, et cet homme va lui répondre que lui, il n'est pas loin du tout. Donc il lui dit pourquoi pas, sur mon chemin de retour, je m'arrêterai pour passer te voir. Scott lui dit ok, pas de problème, et il lui a retourné donc à son lieu de camping. Sean n'est toujours pas arrivé, et Scott décide de partir dans la forêt pour aller recueillir du bois pour le feu de camp du soir. Entre-temps, Sean va arriver sur les lieux, ne voyant pas Scott, il ne s'inquiète pas, et décide de commencer à installer sa tente. Et lorsqu'il est en train de faire ça, il s'aperçoit qu'il y a un homme qui s'approche de son camping. Et là, il commence à se méfier et à se demander pourquoi est-ce qu'un inconnu se rend ici. Et finalement, l'homme se présente, il lui explique qu'il s'appelle Ricky Williams, et il lui dit « Vous inquiétez pas, j'ai parlé à Scott ce matin-là, et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, je pouvais passer. » Là, Sean se détend, il se dit « D'accord, c'est peut-être un ami à Scott. » Et puis, ils vont décider de l'attendre, tous les deux, ils vont attendre Scott. Scott va finalement revenir de la forêt chargé de bois. Ils voient les 2 hommes, ils décident tous de commencer le feu de camp, ils vont s'installer autour, et puis là, ils vont commencer à faire griller les poissons qu'ils ont réussi à pêcher. Ils vont tous manger, le chien va pouvoir manger également, et là, ils vont commencer à discuter. Et justement, Ricky va parler un peu de lui, de sa vie, puis il raconte beaucoup d'histoires, des choses vraiment invraisemblables, et ça va être au point où, à un moment, il explique qu'il a même écrit des articles pour la NASA, qu'il a participé à la Virginia Tech, qui est un gros événement. Et bon, c'est vrai que Sean et Scott, ils y croient pas vraiment à toutes les histoires de Ricky. Mais en fait, ils ont de la compassion et puis un peu de pitié pour lui. Dans leur tête, ils se disent que c'est peut-être un homme qui souffre d'alcoolisme, qui a été chassé de chez lui et qui se retrouve seul à vivre dans la forêt.
Donc il rentre un peu dans son jeu pour lui faire plaisir, ils vont faire comme si il croyait tout ce que lui raconte. La nuit va finalement tomber et Ricky va décider que c'est le moment pour lui et son chien de partir. Il va se lever de sa chaise, il va appeler son chien et d'un coup, il va se retourner avec une arme braquée au niveau de la tête de Sean et il va lui tirer une première fois dessus et ça va le toucher au niveau de la tempe. Après, il se retourne auprès de Scott, il lui tire également dessus et la balle va le toucher au niveau du cou. Il se retourne à nouveau sur Sean et là, il va lui tirer au niveau de la poitrine. À nouveau, il se retourne auprès de Scott qui était en fait en train de s'enfuir dans la forêt et il va lui tirer dans le dos. Sean, entre-temps, a réussi à s'enfuir et il a réussi à accéder surtout à sa camionnette qui est garée juste à côté. Il rentre à l'intérieur, Scott, lui, se cache dans les bois. Arrivé dans sa camionnette, Sean se demande est-ce que Scott est en vie et surtout où est Ricky. Il décide d'observer un peu autour, il regarde dans son rétroviseur et là en fait il s'aperçoit que Ricky est juste au niveau de sa fenêtre avec une arme braquée sur lui. Et là, Ricky tire. Sauf qu'heureusement, il n'a plus de munitions. Là, Sean n'hésite plus et il appuie sur l'accélérateur pour s'enfuir le plus vite possible. Scott, lui, est toujours caché dans la forêt, et lorsqu'il entend le bruit de la voiture et qu'il voit les phares de la voiture, il décide de sortir de la forêt pour se rendre sur le sentier. Heureusement, Sean l'aperçoit et il arrive à monter dans la voiture. À ce moment-là, c'est une situation d'horreur pour les deux hommes. Sean a énormément de difficultés à pouvoir conduire puisqu'il ne voit pas très bien la route, il a quand même reçu une balle dans la tête, donc il commence à avoir sa vision qui est très troublée. Il va perdre connaissance, reprendre conscience, et le problème c'est que Scott, étant donné qu'il a une balle au niveau du cou, il est obligé en fait de mettre un doigt à l'intérieur pour empêcher l'hémorragie. Donc il ne peut pas aider Sean à conduire, mais par contre il essaie quand même de le maintenir éveillé et de lui indiquer la route. La voiture va faire énormément de zigzags, ils vont même rentrer dans un arbre à un moment. Heureusement, Sean arrive à recontrôler la voiture et à reprendre la route, mais ça va être des minutes qui vont leur paraître des heures. Les deux hommes connaissent très bien la région, donc ils savent que l'hôpital le plus proche est à environ 30 km. Et étant donné leur état, ils savent qu'ils ne pourront jamais atteindre à temps cet hôpital. Ils savent également que les téléphones portables ne passent pas dans la région, enfin dans cet endroit-là. Et là, ils se disent que leur seule solution, c'est de trouver une maison et de demander de l'aide. Ils vont continuer la route, tant bien que mal, et finalement, ils vont arriver au début d'une ville et apercevoir une maison avec de la lumière. Ils s'arrêtent, Scott va courir au niveau de la porte et va frapper. Il va hurler et demander de l'aide et expliquer que lui et son ami se sont fait tirer dessus. Melissa Miller, qui est la femme qui vit à l'intérieur, se méfie au tout début. Elle a peur que ce soit une tentative pour pouvoir pénétrer dans son logement. Mais lorsqu'elle va voir l'état de Scott, elle va comprendre que c'est très très grave et qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Là, son fils Randy, 20 ans, et le grand-père sont présents également dans la maison, donc ils vont essayer de les aider tant bien que mal et appeler également les secours. Ils vont pouvoir juste leur donner des serviettes pour essayer de stopper l'hémorragie et essayer de donner un peu les premiers soins, mais ils sont quand même assez limités. Le temps va passer, exactement 20 minutes après qu'ils soient arrivés et qu'ils aient appelé les secours. Mais l'ambulance n'arrive toujours pas. Sean n'arrive plus à parler puisqu'en fait sa bouche à l'intérieur s'est tellement enflée qu'il ne peut plus articuler, il ne peut plus prononcer aucun son. Scott de son côté, il commence à regarder la situation et il se dit qu'il y a des chances qu'en fait les deux ne survivent pas. Il demande alors à Melissa d'appeler ses parents et d'expliquer la situation, ce qu'elle va faire. Peu de temps après ce coup de fil, l'ambulance va finalement arriver et les secours vont pouvoir donner les premiers soins. On va pouvoir interroger Scott, puisque Sean, lui, ne peut plus parler, et lui demander une description rapide de l'homme. Lorsqu'il va le décrire, le grand-père, qui est toujours présent, commence à s'interroger un peu, et il demande à son petit-fils d'aller récupérer un des avis de disparition qui est dans la ville, et de le ramener. Son petit-fils va partir en courant, attraper un avis de disparition, le ramener et le montrer à Scott. Et lorsqu'il lui montre la photo, Scott directement s'exclame « C'est cet homme. Je suis sûr et certain, c'est cet homme qui a essayé de nous tuer. » Et donc cet homme n'est pas Ricky Williams, mais il s'agit bien de Randall Lee Smith, celui qui avait commis un double meurtre en 1981. Sean et Scott vont être tous les deux rapidement amenés à l'hôpital pour soigner leurs blessures, et les autorités sont donc à la recherche de Randall. On pense qu'il a volé la voiture de Scott puisqu'elle est restée sur place avec les clés de sa voiture. Et justement, un des officiers est sur la route et il aperçoit cette voiture avec Randall à l'intérieur et son chien. Randall, apercevant l'officier, essaye de faire demi-tour et de s'échapper, sauf en fait il perd le contrôle de sa voiture et elle se retourne.
On va donc pouvoir l'interpeller, mais il est assez quand même amoché, et donc lui aussi va être conduit à l'hôpital pour recevoir des soins. Randall va rester environ 2 jours à l'hôpital. Concernant Sean et Scott, ils vont pouvoir ressortir après 1 semaine, donc ils ont survécu à leurs blessures. Par la suite, bien sûr, ils vont avoir énormément de rééducation, de contrôle, ils vont devoir se rendre énormément à l'hôpital également, mais ils sont toujours en vie. Randall a passé donc 2 jours à l'hôpital et va par la suite être amené en détention. 1 jour après son arrivée en détention, un des gardiens va rentrer dans sa cellule et il va s'apercevoir que Randall est sans vie. Il n'y a aucun signe de suicide et l'autopsie va révéler qu'il est mort de cause naturelle à l'âge de 54 ans. Randall sera enterré auprès de sa mère et son chien sera adopté par une autre famille. Concernant Sean et Scott, ils s'estiment très heureux d'avoir survécu à cette nuit. Ils savent que si la balle avait dévié ne serait-ce que d'1 millimètre, ils auraient pu tous les deux être morts. Les meurtres et tentatives de meurtre commis par Randall resteront un mystère concernant ses motivations. Il y a quand même des hypothèses qui ont été créées autour des meurtres de 1981. La première a été faite par le procureur qui était en charge de l'affaire. Celui-ci a émis la théorie comme quoi Randall a fait la connaissance de Robert et de Laura sur le chemin, que Laura a été probablement très amicale avec lui, et étant donné qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir un contact avec les femmes, peut-être qu'il s'est directement épris d'elle, qu'il a essayé de flirter avec elle, et que là Robert l'a plus ou moins stoppé, et que finalement, fou de colère, il est revenu le soir pour se venger. Ça, c'est une des hypothèses qui a été posée. Il y a un livre qui est sorti en 1985 et qui traite justement des meurtres, qui va mettre en relief 2 autres hypothèses. La première, d'après ce livre, serait que Robert et Laura étaient des travailleurs sociaux, et peut-être qu'ils auraient repéré un petit problème du côté de Randall, et qu'ils ont essayé de l'aider d'une certaine façon, et que finalement ça s'est retourné contre eux, et que ça a finalement créé de la colère contre eux. L'autre hypothèse serait que Randall se prenait un peu comme le protecteur du sentier et que toute personne qu'il estimait comme étant un intrus, il décidait de les éliminer. Donc ce sont vraiment que des hypothèses, rien n'a été prouvé, mais je voulais quand même vous les partager. Justement, si vous avez des hypothèses, d'autres qui n'ont pas été abordées, je serais curieuse de le savoir, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je les lirai toutes. Cette affaire reste très mystérieuse et il y a quand même des éléments qui m'ont laissé assez surprise. Principalement le fait qu'on ait laissé Randall sortir libre après seulement 15 années de prison. Parce qu'il y avait quand même déjà eu un accord avec lui qui a été passé. Il n'avait pas eu la peine à perpétuité, il n'avait eu que 30 ans de prison, qu'il n'a même pas effectué vu qu'il a fait 15 années. Et je trouve ça quand même étrange qu'on le laisse après seulement 15 années alors qu'il a effectué un double meurtre. Et surtout, il y a eu des tests psychologiques qui ont été effectués sur lui, rien n'a été décelé, ce qui montrait qu'il était pleinement conscient de ce qu'il faisait. Donc ça me paraît quand même assez choquant qu'on le laisse repartir comme ça, et surtout retourner vivre dans la même maison, et dans un endroit qui se situe à côté du sentier où il a déjà tué 2 personnes. Donc j'ai un peu du mal quand même à comprendre qu'on les laissait comme ça. Heureusement, Sean et Scott s'en sont sortis malgré la gravité de leurs blessures. Mais peut-être que s'ils n'avaient pas été tous les deux, le scénario aurait été bien différent. Ces meurtres dont on vient de parler ne sont pas les seuls qui ont été commis sur le sentier des Appalaches. Il y a eu d'autres victimes et d'autres meurtriers. Ce n'est pas pour autant qu'il faut aller refuser de partir camper ou de partir en randonnée, puisque finalement, si on regarde les statistiques, vous avez beaucoup plus de chances de subir de la criminalité dans une ville que sur un sentier de randonnée. C'est tout pour cette affaire, j'espère que vous avez apprécié, et comme chaque semaine, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche pour les notifications, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.